Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau café virtuel de la DIRA qu'on a monté au niveau du groupe de travail numérique responsable. Je vous souhaite, même si c'est un petit peu tard, je souhaite quand même une bonne année 2026. On est dans un contexte où nos sujets de prédilection, NR, RSE, font face à quelques incertitudes, voire même certains reculs, hein, on peut le constater parfois. Et dans ce contexte, on cherche un peu des idées. Chaque idée est précieuse pour remettre un peu la thématique NR au cœur des débats. Voilà, parce le NR, la RSE, la responsabilité numérique de l'entreprise est aussi un des piliers de durabilité, un pilier de résilience, comme on en parlait récemment avec Emmanuel, voire même de robustesse, hein, pour faire un petit clin d'œil à la convention du mois de décembre à la DIRA. Et donc ce matin, on va explorer un petit peu comment la RSE peut devenir un levier de différenciation et de valorisation des offres, alors notamment les offres qui sont produites par des acteurs du numérique en particulier, mais Emmanuel va nous expliquer comment on peut creuser un petit peu ce point-là, et que ce soit pour répondre à des politiques de développement durable, à des exigences réglementaires ou à des questions de réputation. Aujourd'hui, les critères RSE et numérique responsable dans les offres ne sont plus des simples options ou des sujets secondaires. Ça devient des facteurs clés de succès, hein, on le vit dans nos organisations, dans une part croissante des appels d'offres. Alors autant pour les gens qui sont des donneurs d'ordre, pour les maîtrises d'ouvrage, que pour les prestataires et les fournisseurs. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, ce matin, pendant l'heure qui vient. Voilà, puis c'est une démarche qui facilite aussi l'alignement des parties prenantes avec les politiques d'achat responsables, dont on parle aussi, puisque les pôles d'achat ont une forte responsabilité justement dans la façon de réduire les impacts carbone. C'est un sujet qu'on avait abordé d'ailleurs en septembre 2023 avec le GT achat. Donc voilà, on va vous proposer un décryptage du rôle des analyses de marché. Donc c'est la spécialité d'Emmanuel Olivier Paul qui est avec nous ce matin dans ces transformations-là. Et notamment, ça permettra de focuser sur les relations clients-fournisseurs avec ce prisme du RSE. Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir ce matin Emmanuel Olivier Paul, avec qui on discute depuis quelques mois déjà, qui est fondatrice d'Advaes. Elle va se présenter juste après. Elle est membre du conseil d'administration de Cap Digital, de Eurocloud France et de l'AGIT. L'AGIT, c'est l'Alliance Green IT, qui va partager des chiffres et des tendances. Et puis, on a également la chance d'avoir Eric Melki, qui est fondateur et directeur général de Infoclip. Infoclip, c'est une ESN qui est partenaire des PME sur des projets cloud et de cybersécurité et qui viendra apporter un témoignage sur son expérience en la matière. Eric, il est également vice-président de Eurocloud France et président de la commission cybersécurité. Voilà, donc je vous remercie tous les deux de votre participation, de votre implication dans la préparation de ce rendez-vous. Du coup, effectivement, je vais introduire la session, puis je passerai, enfin introduire plus qu'introduire. Donc, Emmanuel Olivier Paul, présidente fondatrice d'Advaes, que j'ai créé en 2020, et sur les sujets vraiment ancrés sur ce qu'on appelle plus particulièrement l'ESG, les sujets donc extra-financiers propres à la tech. Et qu'est-ce que nous faisons? Donc, des analyses stratégiques et du conseil opérationnel sur ces sujets-là, où notre mission chez Advaes, c'est d'éclairer et de guider l'innovation et la durabilité dans l'IT. Je crois fondamentalement au triptyque qui est innovation, business et durabilité. Vous allez voir que je vais retenir à plusieurs reprises, pas le sujet RSE, mais durabilité. On va parler bien entendu de RSE, mais ça s'inscrit dans une approche plus large que moi je mets sous la dénomination durabilité, qui est retenue au niveau international sous le terme sustainability. On parle de plus en plus de durabilité des entreprises, de résilience, hein, David, tu l'as évoqué. Et de la même façon, il faut un lien, des ponts entre le business ou la finance, on va dire, ou le financier, et pour le secteur du numérique, on ne peut pas, mais c'est valable dans d'autres secteurs, hein, c'est pas spécifique au numérique, avec l'innovation. Vous imaginez un tabouret, il y a ces trois piliers, innovation, business et durabilité. Si un des pieds de ce tabouret est un peu fragilisé, le tabouret tient toujours, mais s'il est vraiment fortement fragilisé, en général, il est plus stable. Donc c'est un petit peu ça, gérer le message qu'on souhaite faire passer chez Advaes. Et notre mission, c'est en observant, en interrogeant, en allant sur le terrain, en analysant aussi, bien entendu, d'autres rapports, comme ceux-là que j'ai entendus, par exemple, produits par la DIRA, donc en faisant une veille régulièrement autour de d'autres, j'allais dire, analyses et travaux effectués par des associations, par des groupements, par des entreprises aussi,
nous pouvons aider et accompagner à prendre des décisions plus éclairées de la part de nos clients et nos partenaires. Donc ça, c'est vraiment le cœur des missions d'Advs. Alors ce matin, on m'a demandé sur le sujet du numérique responsable, comment celui-ci s'invitait dans les consultations. Consultations au sens ici appel d'offres, donc dans les process vraiment là, très business, et comment donc ce numérique responsable aussi s'inscrivait dans cette notion de durabilité que je viens d'évoquer. Moi, je vais vous rappeler donner quelques éléments de contexte pendant 20 minutes à peu près. Alors, j'ai pas mal parlé de chiffres. Vous allez être peut-être, j'espère, pas trop surchargé d'informations chiffrées, mais qui vous resituent aussi les tendances. Ensuite, j'évoquerai à partir de ces chiffres, justement, pourquoi le volet RSE a une valeur ajoutée dans les réponses aux appels d'offres et les indicateurs pertinents qu'on peut relever et côté achat. Donc là, il y a une vision, on va dire sell-side d'un côté, buy-side de l'autre. Et puis, je passerai la main dans une dizaine de minutes à Eric, qui présentera un cas concret, lui, de réponse à un appel d'offres, de réponse au volet RSE d'un appel d'offres. Donc, la genèse et puis comment effectivement cette réponse s'est déroulée. J'ai accompagné Eric pour la formuler, mais ce sera lui qui effectivement exprimera mieux que moi ce témoignage. Alors, pour revenir, vous avez compris que Advaes, notre mission, c'est de faire des analyses stratégiques. À la base de ces analyses stratégiques, on a une veille permanente. On est dans un secteur, le numérique, qui évolue très très rapidement. J'évoquais dernièrement, parce qu'on parlait de data center, d'un côté un temps long, un data center, quand on n'a même pas la friche, j'allais dire, sur laquelle on va le construire, et puis ensuite la construction, ça peut prendre entre 3, 4, 5 ans. Quand on doit l'approvisionner en énergie, si on n'a pas suffisamment, si on parle d'une centrale nucléaire, alors on parle de dizaines d'années. Et puis là, on parle de l'intelligence artificielle, on a pratiquement des nouveautés ou des choses qui sont en train de bouger toutes les semaines. Donc, et l'innovation doit la suivre sur ce rythme qui est assez effréné au niveau des technologies de l'information. Donc, c'est assez compliqué. Donc, la veille est nécessaire pour pouvoir mieux anticiper aussi. Et donc là déjà, pour recadrer un petit peu ce qui s'est passé sur tout 2025, j'ai analysé, on a une lettre d'orientation stratégique qu'on publie une fois par mois où on identifie 5-7 topics clés et qu'on synthétise à un moment donné avec un point de vue d'analyste auprès de nos abonnés. Et donc, grosso modo, sur l'année, il y a une 70 thèmes à peu près qui ont été évoqués. On a fait une analyse, on a sorti un rapport. Et on en a sorti aussi une infographie. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé sur l'année qui vient de s'écouler, parfois quelques années antérieures, permet, notamment dans des processus de veille, pouvoir anticiper, je dirais au moins à court, moyen terme, les tendances clés qu'on voit. Et on a quelques termes qui ont été évoqués en introduction. Alors là, je ne sais pas si elle est un peu condensée, vous la voyez peut-être pas, c'est écrit en petit, mais je vais vous donner quelques chiffres. Alors, pourquoi j'ai mis le petit carré que vous avez à gauche, hein, qui est la thématique hein, de ce temps fort, hein, de cette rétrospective, c'est qu'il y a un lien derrière auquel il y a le document PDF, vous pourrez cliquer et accéder directement au document le plus complet en dehors, après le webinaire. Donc, qu'est-ce qui est dit? On voit effectivement la montée en puissance de nouveaux sujets comme l'IA, mais déjà depuis 2-3 ans, et que cette empreinte de croissance qui est remontée avec des défis majeurs qui sont associés. Donc ça, bien sûr l'IA, mais aussi tout ce qui est calcul de performance. On parle de la cyber tout à l'heure et la multiplication des attaques aussi a un impact, tant les attaques elles-mêmes que aussi comment on se protège. On voit des termes nouveaux un petit peu émerger comme cyber sustainability par exemple. On a des ressources matérielles sous haute tension, hein, que ce soit au niveau des puces, des terres rares, des menaces aussi par les risques climatiques et géopolitiques. Je ne vais pas donner trop de détails, mais par exemple, Oracle aux États-Unis a décalé la construction et en retard pratiquement, enfin plutôt plus particulièrement sur ces nouveaux data centers capés pour l'IA du fait de certaines situations et incidences climatiques. Pas que, mais entre autres. Donc, ce qui est assez nouveau. Sur les puces, les processeurs, on voit des changements qui sont en train de s'opérer sur le marché qui traduisent et qui vont se traduire par une augmentation des prix qui est déjà enclenchée hein, depuis la fin de l'année dernière et qui est en train de s'accélérer en fait au début de cette année avec toutes les conséquences que cela peut avoir ensuite lorsqu'on regarde toute la chaîne de valeur qui est associée.
Et sur ces sujets-là, pour pouvoir prendre des décisions, souvent on manque de données. Ça a été révélé de la part des prestataires, mais aussi, là c'est pour répondre à David, moi je vais vous donner plus particulièrement des données, alors pas sur cette analyse de veille hein, que j'ai faite ici, mais ensuite les données que je vais vous communiquer portent sur des données publiques. Je ne peux travailler qu'à partir de données publiques ici, quand on est analyste, parce qu'on a aussi des missions qui sont sous NDA. Là, ça devient plus compliqué. Mais ces données publiques sont notamment publiées dans des rapports extra-financiers de la part des prestataires du numérique, que ce soit des opérateurs de centres de données, des cloud providers, des ESN, des éditeurs de logiciels, des fabricants de processeurs ou de matériel. Et on n'a pas obligatoirement la même granularité, la même finesse au niveau des DSI, direction de système d'information. Typiquement, si on parle d'un bilan carbone, pour comprendre et voir les évolutions des émissions de gaz à effet de serre du numérique, notamment dans les activités d'une DSI, il faudrait que la DSI puisse publier, ou du moins on ait accès aux données de manière publique. Et c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est aussi le cas chez certains prestataires où on n'a pas accès à cette information. Donc, il devient très difficile, assez compliqué, même si ça s'éclaircit, on va le voir, qu'on va faire du mieux pour modéliser, notamment, puisque c'est notre métier, nous, en tant qu'analystes, des données associées. Mais aussi, pourquoi il y a ce manque de transparence? C'est qu'on manque de standards pour la mesure. Et souvent, donc, quand on a des données, on peut difficilement parfois les comparer entre elles parce qu'elles n'ont pas le même périmètre d'évaluation qui est associé. Donc, ces données qui sont incomplètes, difficiles à permettre pas de les comparer entre elles, néanmoins, on peut avoir des méthodologies, on va en parler un petit peu, qui permettent quand même, non pas de regarder, de comparer telle donnée du prestataire A avec telle donnée du prestataire B, mais de regarder plutôt les progrès, les évolutions, puisqu'a priori, chaque prestataire a des méthodologies qui sont stables, plus ou moins stables, on va dire, dans le temps, et dans ce cas-là, on peut regarder, évaluer et comparer, non pas les données en valeur absolue, mais les progrès qui y sont associés. Donc, vers un avenir durable, on a des innovations stratégiques et quand on parle de l'IA notamment, il faut repenser les data centers. Aujourd'hui, on parle d'IA Factory, euh, c'est-à-dire que les data centers qui sont capés pour l'IA ou le calcul haute performance ne sont pas obligatoirement les data centers qui sont sortis, j'allais dire, de terre il y a quelques années. Donc il faut les repenser, que ce soit bien entendu en termes d'architecture, mais aussi en termes d'énergie, d'approvisionnement, de sources d'énergie et d'intégration à l'écosystème local. On parle de plus en plus de volonté de légiférer et d'obliger la récupération de la chaleur fatale. C'est pas toujours possible dans certains cas, parce que voilà, il y a de l'éloignement, les data centers peuvent être éloignés des usages de fait de cette chaleur fatale qui est récupérée. Et donc, du coup, on perd toute l'efficacité qui pourrait être associée. Mais s'ils s'inscrivent dans un projet un peu plus local, peut-être qu'on peut les introduire dès le début et en amont. Donc voilà, donc c'est une façon aussi de revoir et d'intégrer le data center au sein des écosystèmes locaux, les pays du Nord, de l'Europe. Aujourd'hui, ont des démarches en fait qui vraiment sont associées et proposent justement systématiquement, notamment sur le sujet par exemple de la chaleur fatale, d'intégrer, ça devient une obligation, ce qui oblige aussi donc les prestataires à agir de manière beaucoup plus collective avec les pouvoirs publics locaux notamment et l'écosystème économique local. Et puis aussi, bien entendu, il ne faut pas oublier que ça, en amont, c'est la manière dont on utilise aussi les services numériques, et notamment, si on parle de l'IA, comment on utilise l'IA. Et on voit apparaître donc, depuis 2 ans à peu près, et ça s'est accéléré surtout l'année dernière, un certain nombre de référentiels qui prônent des usages plus sobres, qui va guider dans la manière d'utiliser l'IA, de proposer aussi au lieu d'utiliser par rapport à certains usages de grands modèles, de plus petits modèles, donc ce qu'on appelle les SLM, afin de réduire les besoins en ressources sans sacrifier obligatoirement les performances. Voilà, ça c'est une tendance forte avec un certain nombre de référentiels qui ont été mis sur le marché. Et la France est assez précurseur d'ailleurs sur cette thématique-là. Et on voit apparaître, donc c'est le côté positif, des standards qui commencent à se formaliser, de mesures notamment avec l'avènement de nouveaux référentiels comme le PCA Data Center et Cloud, qui a été donc piloté par l'ADEME, le référentiel aussi IA Frugal qui a été piloté par la FNOR,
Donc l'ensemble de ces mécanismes, alors, qui vous donnent naissance à des outils, voire un écosystème d'éditeurs, qui permet aussi donc de pouvoir faire la mesure ensuite à partir de référentiels cadrés, permettent de fiabiliser effectivement les évaluations. Et la grande tendance qu'on voit en fin d'année, c'est l'alliance entre la durabilité, la confiance et la souveraineté. Et notamment, c'est la première fois qu'on voit apparaître dans un framework. Donc là, on a parlé de souveraineté tout à l'heure, hein, et de résilience. Et c'est la première fois qu'on voit apparaître dans un framework européen, le Cloud Sovereignty Framework, la mention de la durabilité, notamment le SOV 8, qui est le pilier 8 de ce framework, qui compte certes pour aujourd'hui en termes de score sur l'ensemble que 5%. Peut-être il va progresser, mais il est demandé d'évaluer la résilience sur des critères environnementaux. Donc, souveraineté plus durabilité égale Europe, c'est Axel Lemaire qui a fait ce post dernièrement sur LinkedIn. Axel Lemaire, qui est une ancienne ministre déléguée au numérique et qui est en charge des sujets extra-financiers et de la RSE et le corporate social responsibility de la société Steria. Donc, c'est un point important à remonter. On voit qu'aujourd'hui, on n'isole plus la durabilité de la souveraineté, on essaie de la faire travailler ensemble. Et on va retrouver cette même thématique autour de la confiance, de la sécurité. Voilà. Donc, la durabilité est vraiment une composante de la confiance aujourd'hui et demain. Et parce que derrière tout ça, il y a un enjeu de maîtrise des ressources énergétiques, eau, métaux. Et la durabilité devient vraiment une condition essentielle de la résistance et de la souveraineté. Pourquoi? Parce que c'est une dépendance critique aux ressources matérielles. Donc là, on le voit, c'est de plus en plus pointé du doigt. Je l'ai évoqué, je ne vais pas en reparler. Et puis, l'exigence de transparence transforme les marchés. Et il y a de plus en plus d'attentes fortes en mesure d'impact complète sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de ROI, c'est-à-dire de montrer aussi le ROI et les bénéfices, c'est-à-dire le bénéfice net. On a des impacts, certes, on a aussi, bien entendu, des apports, c'est toute l'ambivalence du numérique, hein, et notamment de sujets comme l'IA. Il faut aller se projeter au-delà de KPI traditionnels, notamment David, tu as cité que j'étais membre du CA de l'AGIT, qui peut-être va changer, passera de l'Alliance Green IT à Alternative IT. Vous voyez donc aussi les changements qui sont en train de s'opérer au sein des associations en vision justement des mouvements qu'on voit sur les marchés et au sein des entreprises. Et là, on travaille actuellement sur les ROI de la sobriété numérique. Donc, c'est un groupe de travail. On doit remettre notre rapport d'ailleurs la semaine prochaine à l'ADEME, en intégrant justement des composantes un peu plus extra-financières et aller au-delà de ces KPI traditionnels pour mesurer et évaluer ces ROI, plus particulièrement ici, vous voyez, du thème non pas du numérique responsable, mais de la sobriété numérique. Ceci étant dit, vous voyez, donc fin d'année, on parle de plus en plus de confiance, de résilience, de collaboration, on va dire, je mets entre guillemets, ou de lien très fort entre souveraineté et durabilité. Et septembre de l'année dernière, là, c'était plus en projection, donc, puisque là, on a fait un point sur l'année écoulée, et on a demandé à une vingtaine, et notamment Eric, hein, tu étais là à cette session, chez Adves, on réunit, on fait ce qu'on appelle des Customer Advisory Board, donc des sessions plutôt de brainstorming, des ateliers, hein, donc ce sont des ateliers de travail. Et là, le sujet, c'était une analyse pestel des perspectives 2026 de la RSE, dans le numérique au niveau France et Europe. Donc là, on n'aura pas le temps de dérouler toute cette pestel, hein. Une pestel, hein, ça permet de resituer sur 6 piliers, hein, que vous voyez ici: politique, économique, socioculturels, technologiques, environnementaux et légaux, les enjeux ou le positionnement, en fait, soit d'une organisation, soit d'un marché, soit d'une thématique. Et ici, la thématique, c'était l'ESG dans le numérique, l'ESG et la RSE dans le numérique. Là, pareil, il y a un document, il y a un rapport. Donc, sur le document que vous recevrez, il y a un lien. Vous pouvez, derrière l'image que vous avez sous les yeux, vous pourrez cliquer dessus. Juste voir, vous voyez, ce qui est en jaune, plus particulièrement. Donc, ça conforte. Là, c'était des questions ouvertes. Il n'y a pas eu d'orientation. C'était vraiment une question qui était pour chaque pilier. On posait de manière ouverte. Donc, c'est une analyse qualitative, hein, sur une vingtaine de personnes qui y ont contribué, plutôt des profils prestataires, hein, sur le marché, hein, vous l'avez compris.
Donc on revoit, vous voyez, exigence de preuves, crédibilité des engagements RSE, outils intelligents pour prouver la performance, KPI clair et traçabilité. Donc la notion d'outillage, de faire la preuve à travers les données et les résultats. On retrouve les sujets de résilience et d'adaptation, innovation pour la résilience, résilience et innovation. Je les ai mis en jaune, hein, des petits sur des piliers, soit en politique, soit en économie, ici pour la résilience, soit sur le domaine effectivement technologique. Et puis, vous avez, voilà, en rose rouge, RSE comme levier de création de valeur. Et on voit alors, et David, je te rejoins, quand tu as mis en introduction que ça fait à peu près 1 an et demi, grosso modo, que la RSE, les sujets extra-financiers de durabilité, dans le numérique, ont perdu un peu, je dirais, d'acuité. Néanmoins, ils sont là en sous-jacent et toujours très fortement présents, donc avec une approche un peu différenciée et avec des demandes arrivant d'autres directions, j'allais dire, dans les organisations, d'autres personas, d'autres instances. Quand je dis dans les organisations, ça peut être les achats. Nous, l'année dernière, on a vu plusieurs demandes émanant des achats dans le cadre de processus d'achat responsable ou de stratégie de contribution à la stratégie de décarbonation de l'entreprise. On voit des demandes, voilà, et donc les fournisseurs IT font partie du lot des fournisseurs des entreprises. Alors c'est vrai que les demandes sont plutôt arrivées de prestataires, je dirais, de l'écosystème du numérique, moins de grandes entreprises. Voilà, je sais que là, il y a des personnes qui représentent par exemple la SNCF, ou des transporteurs ou d'autres sociétés ou dans le domaine de l'automobile, hein, euh, c'est moins prégnant parce que l'empreinte carbone de vos activités, elle va pas le numérique qui va avoir la plus forte empreinte, bien qu'il soit partout, dans tous les processus. Et donc sur les notions de résilience, en revanche, il va y avoir un sujet qui est très fort. Mais bien entendu, vous vous êtes attelé sur d'autres typologies de fournisseurs en priorité. Et progressivement, ça ruisselle et ça arrive à des fournisseurs, je dirais, de moins grande importance sur les stratégies de décarbonation, qui sont ceux de l'IT. En revanche, pour les acteurs de l'IT, les fournisseurs IT contribuent à leur scope 3 pour plus de 80% dans certains cas. Et donc, on va s'atteler. Et là, j'ai une demande, la dernière, dans le cabinet du conseil, pareil, toujours côté des achats. Achats, la RSE, la DSI pour d'autres, parce que la RSE vous demande un DSI d'effectuer le bilan carbone pour venir alimenter le bilan carbone de l'entreprise, par exemple, ou un certain nombre d'éléments, et vous allez commencer à travailler quand vous n'avez pas de données en provenance de vos fournisseurs IT du fait de ce manque de transparence sur notamment des indicateurs, ce qu'on appelle de facteurs d'émission physiques, vous allez vous retourner vers des facteurs d'émission monétaires. Il se trouve que nous, sur nos travaux qu'on effectue, on peut avoir cette capacité de les fournir, ce qui n'était pas à l'origine d'ailleurs l'objectif d'Advice. Donc voilà, on change les choses. Et puis après, de l'autre côté, vous avez les investisseurs qui s'intéressent toujours à ce sujet et les assureurs. On voit apparaître aussi le monde de l'assurance. Il faut savoir que dans l'assurance, les deux grands risques pour les assureurs sont le risque cyber et le risque climatique. Et aujourd'hui, notamment sur des projets d'investissement de type data center, les investisseurs ont leur mot à dire et apparaissent de plus en plus présents, voire peuvent demain, si ce n'est pas le cas déjà aujourd'hui, avoir un veto sur certains projets qui pourraient être associés, qui pourraient les mettre trop en risque, eux, dans leur propre modèle et l'accompagnement qu'ils proposeraient donc en tant qu'assureur à l'entreprise concernée. Si on fait un zoom plus particulièrement sur le pilier environnemental dans le cadre de cette PSL, ce sont des données que vous connaissez, je pas trop je suppose hein, que vous les connaissez, là elles sont issues de l'ADEME, de l'International Energy Agency. Je ne suis pas sûre que j'ai tout à fait les dernières, mais l'idée ici, c'est de voir juste la tendance. Dans l'ensemble numérique, si vous avez des grands, j'aime bien parler d'ordre de grandeur, c'est autour de 3-4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est autour de 5% possiblement aujourd'hui ou en 2026. Ce qui est important de voir, c'est que d'ici 2050, donc c'est quand même très loin, donc c'est difficile hein, dans le numérique de faire des projections comme ça aussi loin, c'est pratiquement à 25 ans ici, et je pense que si on se remet nous 25 ans en arrière, on a du mal à voir où on en est aujourd'hui. Je pense qu'on n'aurait pas anticipé tout ce qu'on vit aujourd'hui il y a 25 ans.
Néanmoins, il y a une dynamique, c'est qu'on voit qu'il y a une multiplication possiblement par 3 de ces émissions mondiales, de la part dans ces émissions mondiales de gaz à effet de serre, et c'est là où ça commence à devenir intenable. De la même façon, sur l'évolution de la consommation électrique mondiale, uniquement pour les data centers, les centres de données, on voit ici, pareil, une multiplication par 2, et c'est en train de s'accélérer encore avec les usages des nouvelles générations d'IA. Et en parallèle, il y a d'autres impacts sur du stress hydrique ou des conflits d'usage, les matières premières, les pollutions. Il faut savoir, quand on est sur les matières premières, pour extraire certaines terres rares, il faut aussi de l'eau, beaucoup d'eau qui, après, si elle n'est pas retraitée correctement, est polluée et va venir polluer aussi d'autres nappes phréatiques avec des incidences sur la biodiversité. Voilà, donc un impact grandissant, ça c'est un constat, il est réel, il est toujours là. Et avec un contexte particulier dans lequel s'inscrit le numérique, bien sûr, mais aussi d'autres secteurs, ce n'est pas spécifique au numérique. Néanmoins, comme je l'ai vu, vous l'avez évoqué, les demandes des clients, les demandes des fournisseurs, des réglementations sur certains piliers qui vont être un petit peu plus en retrait, mais qui est valable pour l'ensemble des secteurs. C'est le cas de la CSRD, hein, qui s'est allégée et qui était vraiment une réglementation incitative, hein, sur les sujets de durabilité. Mais on voit d'autres sujets, la directive européenne à l'énergie, il y a toujours la D3E qui est là, la directive sur les déchets électroniques et électriques. Vous avez donc un certain nombre d'autres, en France, la RIN aussi, un certain nombre de réglementations qui vont converger, alors soit qui sont de manière, parfois qui peuvent se contredire d'ailleurs, sur certaines thématiques, donc, mais qui sont quand même là et qui vont activer et qui de toute façon vont insuffler à faire autrement, on va dire. J'ai parlé des investisseurs tout à l'heure, et puis toujours ces usages des nouvelles technologies et le secteur du numérique, qu'on soit prestataire ou côté entreprise, on ne peut pas arrêter en fait d'investir dans les technologies de demain qui sont au cœur en fait de nos services et de nos produits. Donc ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, c'est comment faire pour le mieux avec le contexte qu'on vient d'évoquer. Alors, un point positif, c'est que nous, on regarde plus particulièrement ce font les acteurs de l'écosystème côté prestataire, vous l'avez compris. Bien entendu, on échange aussi avec des directions de systèmes d'information. Donc, les consommateurs côté entreprise et organisations publiques de ces solutions. Et l'idée, c'était de comprendre comment eux-mêmes s'appliquent de bonnes pratiques et donc, du coup, peuvent répondre aux besoins des directions de systèmes d'information, plus largement des métiers, des organisations. Voilà, les différents points qu'on a évoqués précédemment. Sachant qu'une direction de système d'information ou une direction informatique peut agir ou agit pratiquement un peu à un profil un peu similaire, on va dire, d'une entreprise de services du numérique, puisqu'elle va développer des solutions, les architecturer, elle va pouvoir opérer si elle héberge en interne dans des salles IT qui sont sur ses sites, elle va éventuellement aussi intégrer des logiciels du marché. Donc, elle peut tirer parti de la DSI de certains enseignements et de pratiques qu'on a remontés chez les prestataires du marché, plutôt au profil entreprise de services du numérique. Donc, chaque année, comme on voyait que le marché n'avançait pas suffisamment vite, hein, côté acteur du marché, sur ces sujets de durabilité, de numérique responsable, on a dit, bon, on va aller les sonder. Donc, on a bien entendu des données, des rapports qui sont produits par les plus grands et qui sont accessibles de manière publique, mais dès qu'on descend une stat, et c'est le cas de nos économies aujourd'hui nationales, hein, que ce soit en France, mais dans d'autres pays européens, on a un tissu économique qui est PME, ETI, PME, hein, donc entreprise de taille intermédiaire, petite et moyenne entreprise. Et ces entreprises-là n'ont pas nécessairement d'obligation de fournir ces informations-là. Donc, il faut aussi aller à leur rencontre. Et on a mis sur pied il y a 3 ans un baromètre des prestataires du numérique éco-responsable où on sonde en complément des données qu'on a publiques des grands acteurs, où il faut nécessairement comprendre comment eux aussi fonctionnent et quels sont les progrès qu'ils ont. On va regarder donc sur des plus petites entreprises. Donc chaque année, on a un temps fort. On a donc une analyse qui porte sur un peu plus d'une centaine, c'était 110 cette année, même 130, pardon, cette année, 2025, pardon, auprès de prestataires du numérique, de profils variés. Et le point positif, c'est qu'on voit donc que ces prestataires, quels qu'ils soient, donc des mouvements qui sont en train de s'opérer sur la compréhension et comment ils intègrent les bénéfices d'une démarche RSE pour leur propre entreprise, pour leur propre activité. Donc, toujours en tête, on a l'amélioration de l'image et de la réputation. Ça, c'est existant depuis plusieurs années. Mais on voit progressivement apparaître
au-delà notamment des sujets purement environnementaux que vous voyez en vert, hein, respect de l'environnement et de la biodiversité, promotion d'un développement durable en cohérence avec les ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU. On voit apparaître ce que vous voyez en bleu, l'augmentation des chances de succès aux appels d'offres, le soutien aux démarches d'achat responsables, et donc de manière un peu plus faible, parce qu'il est en bout de liste ici, le référencement des fournisseurs facilités. Juste par exemple pour ce point qui est mentionné qu'à 15%, entre le moment où j'ai interrogé ici et 2, 3 mois après, j'ai eu des échanges avec certains acteurs du marché qui m'ont dit carrément qu'ils avaient été déréférencés parce qu'ils n'avaient pas bien répondu au volet RSE, juste au niveau du référencement. Ce n'était pas un appel d'offres, c'était en amont de l'appel d'offres, c'était sur le RFI. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la chance de pouvoir être sollicités aujourd'hui sur l'appel d'offres du fait justement d'un manque d'information ou d'une, je dirais, de réponse peut-être insuffisante sur ce volet lié à la RSE pour leur entreprise. Donc, ça devient, alors là, la prochaine, je dirais, version sera fin d'année 2026. Sans doute ce point-là, je ne sais pas s'il va remonter, mais il n'est pas improbable en fait qu'il remonte au moins au niveau d'un tiers ou au milieu là, de la liste que nous avons proposée. Et si on zoome plus particulièrement donc, sur ce point qui est lié aux achats, on voit qu'on a été un petit peu plus loin, on leur a demandé quelle est la part du volet RSE-ESG dans la note finale des appels d'offres auxquels vous répondez, vous, en tant que prestataire. Donc c'est assez, vous voyez, une dispersion, hein, on a entre 5 et 20%. Au milieu, hein, c'est un peu plus d'un tiers. Hein, si on fait la somme 18 plus 18, ça fait 36 ici. Euh, pour la première fois, on voit quand même 8% qui disent 20 à 30%. Aucun n'avait mentionné plus de 30% dans la note finale. Et de la même façon, 2 à 3 mois après justement cette analyse, on a eu des retours du terrain en provenance d'autres acteurs. Alors, je peux citer, c'est un opérateur de cloud public souverain, entre guillemets, ou de confiance français qui a dit, mais là, nous, on a eu un appel d'offres où la note, c'était un tiers, 33%. Donc, ça devenait un élément très clairement différenciant, aussi au même niveau que la réponse technique, que le prix. Le sujet de la RSE était mis, je dirais, sur le même niveau que ces deux autres sujets. Et on voit donc un chiffre qui est en train de s'opérer en hausse. Alors la France est un peu particulière, notamment en ce qui concerne les marchés publics, puisqu'il y a une obligation d'intégrer un volet RSE dans les marchés publics. Alors je n'ai plus le seuil, mais je crois qu'il y a un certain seuil aujourd'hui. On le voit aussi très fortement, j'irai augmenter, c'était déjà le cas depuis quelques années pour toutes les entreprises privées qui sont éligibles à la CSRD. C'est un effet de ruissellement, puisqu'elles sont dans des obligations, elles se sont donné des objectifs, notamment par exemple de décarbonation. Il faut qu'ensuite, sur leur scope 3, elles puissent embarquer leurs fournisseurs, quels qu'ils soient, dont ceux du numérique. Et ça devient un élément clé pour eux dans leur choix, pour certains marchés, notamment donc à impact très fort. Alors, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y en avait 45% qui n'avaient pas donné de réponse, alors soit parce qu'ils n'avaient pas l'information encore, et de la même façon, sur les 3 derniers mois en fait, là, de l'année, j'ai vu d'autres acteurs, un autre opérateur de cloud de confiance euh, français, où le sujet, il y a 6 mois, enfin, ce n'était pas un sujet, la RSE. Et là, je pense parce qu'il y a eu sans doute un appel d'offres critique et à la maison mère, parce que c'est une filiale d'un grand groupe, des demandes en fait sont internes et des demandes externes, est en train de travailler d'arrache-pied et sur notamment de faire son bilan carbone qu'il n'a pas encore effectué et qui lui est demandé plus précisément dans le cadre d'un appel d'offres. De la même façon, ce qui est important de voir, donc, et là je vais passer la main et je vais aller un petit peu plus vite, c'est qu'il y a des définitions d'objectifs à 2030 qui ont été mises en place par l'ensemble des prestataires qu'on a interrogés, donc pour hauteur de 80%. Donc c'est positif, ça veut dire que c'est un vrai sujet sur les 130 qu'on a interrogés et qu'on voit en fait en 2025, ça rejoint ce que tu as dit David, on voit une contraction un petit peu sur l'existence d'une direction d'un service en charge des sujets de RSE ou des sujets ESG au sein de la société. Ça peut s'expliquer par un autre sujet, c'est qu'on voit maintenant la RSE qui n'est plus en tant qu'entité à part entière, mais qui peut venir, je vais dire, être réintroduite dans d'autres directions, notamment dans la direction financière des organisations. Donc, on voit un mouvement qui est en train de s'opérer dans les stratégies de pilotage, on va dire, de la RSE au sein des prestataires informatiques. L'empreinte carbone est un sujet donc
phare, hein, et c'est un des piliers quand on parle de numérique responsable qui est regardé. Et on voit qu'il y a une prise en compte de plus en plus élargie des émissions indirectes. Je vais passer très rapidement sur les chiffres. Ici, on voit que plus de 70% aujourd'hui, du moins en 2023 et 2024, des prestataires analysés avaient effectué un bilan par an. C'est un peu en contraction l'année dernière. La raison, souvent, c'est que des prestataires plus petits font un bilan carbone non pas tous les ans, mais tous les 2 ans, voire pour certains cas tous les 3 ans. C'est assez lourd, hein, de faire un bilan carbone. La bonne nouvelle, c'est que sur l'échantillon analysé, nous, on va un peu plus finement, on voit qu'il y a une contraction entre 2024 et 2026 des émissions, c'est-à-dire une contraction, une baisse, voire, dans l'ensemble, si on prend les 130, et donc là, il y en a une cinquantaine qui ont donné et délivré des données qui nous permettent de faire cette comparaison. On voit qu'il y avait une augmentation de ces émissions sur le panel interrogé entre 2022 et 2023, autour de 2%, et on voit qu'il y a plutôt une baisse entre 2023 et 2024, autour de 2%. Donc, il y a des initiatives qui permettent aujourd'hui de réduire, voire de contenir plus particulièrement les émissions de gaz à effet de serre concernant l'activité des prestataires du numérique. Si on regarde après plus particulièrement, donc là, on a une plateforme de données où là, on analyse les grands acteurs, ceux qui sont dans les top 80 ou top 20, top 20 du marché mondial, top 20 du marché français, les différents segments que je vous ai évoqués. Donc là, on est vraiment plutôt sur les acteurs qui sont en haut du panier. On voit qu'il y a une stagnation aussi, donc ça confirme, là c'était en 2023. On est en train de finaliser, là, donc je ne pouvais pas vous délivrer les données, je suis en train de les travailler. D'ici là, les 15 jours, j'aurai les données à jour pour 2024. On est toujours en décalage, hein, les années fiscales communiquées délivrent des données l'année précédente, mais on voit des tendances quand même ici, qui sont en décroissance sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi? Vous allez le comprendre très rapidement, c'est qu'ici, si on regarde la consommation énergétique dans les activités, donc on pourrait prendre l'équivalent sur un DSI, la consommation énergétique pour l'activité de la DSI, là en revanche, on est toujours dans le rouge. Il y a toujours une augmentation, donc c'était au taux de 14% sur l'échantillon de prestataires analysés dans le cadre du baromètre entre 2022 et 2023, et c'était autour de près de 10% en fait entre 2023 et 2024. Donc on voit que la consommation énergétique continue à progresser, certes un petit peu moins, ça se tassait. Donc là on va voir sur vraiment les résultats qui vont sortir au niveau des grands acteurs, sachant qu'on voit qu'à peu près il y a encore 40% qui ne suivent pas très clairement en fait cet indicateur dans le cadre de ces activités. Et pourquoi ça se réduit au niveau des émissions de gaz à effet de serre? C'est que la consommation énergétique augmente, mais on voit qu'il y a une course au sourcing d'énergie renouvelable, notamment tous les grands acteurs, hein, notamment clouders, hein, du marché, font aujourd'hui, alors après on peut les discuter, mais de grands contrats auprès d'énergéticiens pour les approvisionner en énergie renouvelable, si ce n'est renouvelable, au moins bas carbone. Et on voit vraiment un pic sur 2023-2024, en fait, de la part des énergies bas carbone dans l'ensemble des sources d'énergie utilisées par les prestataires que nous avons interrogés. Et là, de la même façon, on voit qu'en fait, il y a une augmentation, autant les émissions de gaz à effet de serre ramenées au chiffre d'affaires des entreprises, puisque ce sont des entreprises qui sont en croissance, hein, tous les acteurs du numérique sont en croissance. Donc, si on veut avoir quelque chose qui cadre à un moment donné, et si on les ramène au chiffre d'affaires et on parle d'intensité, donc soit d'intensité carbone, soit d'intensité énergétique, ici on voit que la consommation globale, elle est passée de 159 TWh à 188 TWh en 2023, soit ça fait c'est pratiquement 20% sur 2 ans, hein, entre 2021 et 2023, et plus 9% en moyenne annuelle. Donc ça rejoint les chiffres que je vous ai dit. C'est une réalité. Là, les faits enfin, sont là. On travaille avec les données. C'est objectif. Donc là, voilà, 2024, je ne sais pas, mais je crains que ce soit sur la même tendance. Sur l'intensité, on voit que c'est un peu moins en termes de croissance, mais là, ils ont du mal à contenir. Donc on a de toute façon un enjeu énergétique réel ici qui est validé par d'autres études, très clairement. Et là, nous, on l'a zoomé plus particulièrement sur les prestataires du numérique en tant que tel. Et ça va demander, à un moment donné, de faire autrement, de travailler autrement, peut-être sur un certain nombre d'innovations qu'on porte, notamment autour de l'IA. J'ai beaucoup parlé ici de sujets environnementaux. Il y a dans ces sujets environnementaux l'eau et la circularité qui sont vraiment l'angle mort aujourd'hui des actions
environnemental, que ce soit chez les prestataires, mais aussi chez les DSI ou les entreprises qui consomment le numérique. Je ne vais pas m'apesantir, vous aurez les chiffres ici qui sont délivrés dans ce support. Il faut remettre en perspective aussi d'ordre de grandeur, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure. C'est par exemple, là ici on avait fait un exercice, donc ça remonte, on va le refaire cette année, hein, en 2021, où on voit Google, la consommation, parce qu'on voit beaucoup Google par exemple, parce que Google est transparent sur sa consommation en eau, un petit peu moins, d'autres acteurs le sont un petit peu moins. Microsoft aussi communique, hein. On voit que dans 2021, Google avait consommé 17 millions de mètres cubes d'eau, et si on prend un Glencore, hein, qui était à 331, c'est un facteur pas loin de 20, en fait 19. Mais néanmoins, si vous regardez le graphique de droite, c'est toujours la dynamique en fait, de croissance. Je ne sais pas quelle dynamique de croissance est Glencore. Moi, je ne suis pas sûr qu'il a 10% ou 11% de croissance. Là, c'était le cas notamment pour Google sur la période 2018-2021. Donc, le fait est, c'est qu'on est aujourd'hui dans un secteur qui a du mal à contenir sur un certain nombre d'indicateurs, notamment sur les piliers environnementaux. Le numérique responsable, c'est pas qu'aussi l'environnement, c'est aussi une dimension sociale et on va le voir aborder notamment dans la manière de répondre aux appels d'offres. Un autre sujet qui nous est cher, on sait que l'impact environnemental est porté notamment sur la partie équipement, la fabrication des équipements et ensuite leur usage. Donc plus on prolonge la durée de vie des équipements, plus on va avoir des facteurs positifs au niveau comment dire, des impacts qui y sont associés. Et on voit que là, a priori, les prestataires ont fait un travail assez fort sur la circularité et qui devrait porter leurs fruits, je pense, dans les années à venir. Je vais passer très rapidement sur la prise en compte de l'IA, de la cybersécurité. Vous avez des données, hein, et vous pouvez effectivement les retrouver là dans la présentation. Et ce que je voulais faire ici, c'est que les attendus clés, pour passer la main à Eric, du volet RSE d'un appel d'offres à descendre des produits et services numériques. Nous, on en a vu trois, donc là je me mets du côté des prestataires du numérique vis-à-vis d'une direction de système d'information, d'une direction des achats, d'une entreprise d'achat IT, voire de la RSE qui peut être aussi dans la boucle. Lui, de son côté, il doit répondre, il doit se différencier de ses concurrents, très clairement, au moment de l'appel d'offres. Il doit répondre aussi à des exigences légales parce qu'elles sont demandées dans le cadre de cet appel d'offres et son client aussi, effectivement, doit y répondre. Et il doit créer de la valeur partagée. On oublie souvent ce point de création de valeur partagée. Et nous, on a identifié 5 points plus particulièrement. Bien sûr, là, on l'a pas mal évoqué, la réduction de l'empreinte environnementale. C'est-à-dire que souvent, on va leur demander des inputs parce que leur réponse va aussi contribuer à la stratégie de décarbonation de l'entreprise client. L'inclusion et l'accessibilité, on va y revenir, c'est aussi un pilier et je sais qu'Eric l'a eu dans le cadre de l'appel d'offres. Des sujets d'éthique et de protection des données, alors soit ils vont être sur le volet RSE, soit ils peuvent être traités à part, dans un volet plus qui va être regroupé sous le volet cyber, par exemple, ou sécurité. Euh, Comment il contribue à l'innovation sociale et territoriale, et à plus son apport à l'économie, on va dire, au territoire. Alors, c'est surtout vrai dans le cadre d'appels d'offres de marché public. Et la mesure d'impact et l'amélioration continue, c'est-à-dire comment, dans toute la durée en fait, du contrat, il va s'améliorer et il va permettre aussi à son client de s'améliorer. Donc, on voit qu'à chacune des étapes, on va avoir des réponses, donc il va les livrer, donc réduction de l'empreinte, s'il met en place des processus d'éco-conception, par exemple, ou le recours à des hébergements à moindre impact. Dans les mesures d'impact, ça va être quels sont les indicateurs clés qu'il fournit et qui peuvent être suivis dans le temps et objectivés, bien entendu, avec des données. Quelles sont les approches et les frameworks qu'ils utilisent d'architecture, les démarches d'amélioration qui sont mis en place. Voilà, un certain nombre de points en fait, qu'on retrouve systématiquement aujourd'hui et comment les prestataires qu'on a analysés, ils se positionnent justement vis-à-vis de leur donneur d'ordre sur le sujet du volet RSE lors de la réponse à un appel d'offres. Si on se met du côté des acheteurs, là c'est la vue des acheteurs, eux, on retrouve le légal, hein, l'alignement avec les obligations légales et réglementaires, les injonctions aussi qui peuvent venir, c'est la DACI de la part des achats de la part de la RSE, voire de la finance aussi. Et là, dans la finance, c'est la réduction des coûts cachés et l'optimisation budgétaire, parce qu'il y a un lien étroit, comme je l'ai dit, entre extra-financier et financier, le renforcement de l'image de marque et de la réputation, la sécurité et la résilience, et la création de valeurs sociales et territoriales. Donc, on voit un peu le pendant, en fait, aujourd'hui aussi, qui se met euh, du côté en fait du prisme des acheteurs en marche, donc l'effet un peu miroir, donc on retrouve des thèmes précédemment avec d'autres,
Et comment ça influence la décision d'achat? Soit c'est des critères de notation ici. Donc, bien entendu, il y a de plus en plus d'appels d'offres qui intègrent de plus en plus de critères RSE, si on peut le faire plus simple, hein. On a vu pour tout 30% dans certains cas. Et ces critères, ils doivent être aujourd'hui de plus, on leur demande d'être objectivés avec des données et de faire la preuve, ça c'est important. C'est utiliser un argumentaire interne pour les acheteurs, pour les aider aussi, et c'est un effet de levier parce que ce projet RSE peut servir de vitrine pour d'autres initiatives responsables en interne, pas qu'uniquement sur le périmètre numérique. Donc là, je vais passer, nous, comment, ici chez Advaes, on évalue quelque part un prestataire. On peut aider aussi dans cette démarche, soit dans la démarche vraiment d'évaluation, soit dans la démarche, donc là, je vous mets à un moment donné comment on établit un score. Ici, c'est la consommation d'eau. Là, on va faire des classements et autres. Donc, ça peut être une façon de visualiser et de porter une décision plus rapidement, ou de la faciliter, ou aussi de la conforter sur certains acteurs. On peut effectuer aussi des matrices de positionnement. C'est assez classique des cabinets d'analystes comme nous. Et là, moi, je passe la main maintenant à Eric. J'étais un petit peu longue pour lui qui l'explique. Eric, donc, représente peut-être ton groupe et comment, en fait, tu as pu répondre aux volets plus spécifiques RSE d'un appel d'offres, notamment de ton côté, c'était un grand donneur d'ordre public. Bonjour, hein, je m'appelle Eric Melki. Je suis le vice-président de l'association Recloud. C'est l'association qui regroupe les acteurs du cloud qui agissent en France. Ça veut dire que ça peut être des acteurs du cloud français ou même étrangers, mais qui agissent en France. Et au sein de cette association, j'ai aussi la charge d'animer la commission cybersécurité. Par ailleurs, je suis dirigeant et fondateur du groupe Infoclip, qui est une ESN, comme il a été présenté, ou qui agit depuis l'origine de l'origine. Avant, c'était de l'hébergement, puis d'autres terminologies pour arriver sur la question cloud, le cloud public, le cloud privé, et également une activité forte sur la cybersécurité. Je m'intéresse particulièrement à la question RSE pour des raisons qui me sont propres, hein. Je pense aussi ceux qui sont là ont une sensibilité sur la question, et aussi en tant que dirigeant. Bon, c'est pas l'objet parce que la question, il y a aussi un lien qui est assez fort, une application en tout cas forte entre les problématiques cybersécurité et RSE, mais c'est pas l'objet de notre réunion. Voilà, alors, ça fait maintenant 37 ans que j'interviens et que j'agis dans nos métiers, en tout cas les métiers de l'IT. Et comme il est indiqué, les questions cyber, le cloud, la partie solution business, donc on est très orienté sur l'opérationnel, donc les ERP, les applications finance, etc. Mais évidemment, aujourd'hui, l'IA et tout ce que cela implique, notamment sur les questions environnementales. Donc voilà, j'ai été amené à solliciter le cabinet Advaes, que je connais parce que Emmanuel est la dirigeante, et où la question ne se pose absolument pas si nous avons des questions liées au RSE, et plus précisément la partie éco-responsable. C'est avec Advaes qu'il faut travailler, parce que c'est d'une fluidité et d'une réactivité qui fait que c'est parfait. Voilà, je suis pas là pour faire de la pub pour Advaes, mais en tout cas, moi, je vous donne ma perception et mon retour d'expérience. Alors, hier, quand j'ai vu les slides, j'ai dit, s'il te plaît, alors je vais le dire, s'il te plaît, change le mot, le titre sollicitation en mode urgent, je crois, en mode flash, parce que je voulais pas que ça donne une image trop désordonnée de nos organisations. Mais voilà, finalement, on se retrouve sur un appel d'offres, un renouvellement d'appel d'offres, de marché public, c'est du cloud, et où, dans les précédents marchés, la question RSE était, en tout cas peut-être subtilement évoquée, mais en tout cas elle n'était pas notée. Et là, la note, c'était clairement 10%. Et il fallait qu'on soit retenu dans cet appel d'offres. Donc, on a fait appel à Advaes pour nous accompagner dans la réponse. C'est un appel d'offres stratégique, comme on l'a noté, et il fallait présenter le mieux possible nos actions, nos acquis sur la partie RSE, et pour avoir évidemment la note la plus haute possible.
Donc, Emmanuel, avec son équipe, nous a aidé déjà à collecter l'ensemble des informations parce que, oui, nous étions, ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant, nous étions assez avancés. Comme je vous l'ai dit, il y a une sensibilité forte, mais pour autant, pas aussi bien structurée que ce qu'attendent les institutions. Et je vais aller très très vite sur la finalité et la fin de l'action du cabinet Advaes. Nous avons répondu à cet appel d'offres. Nous avons eu cette partie RSE qui a été rédigée vraiment de façon fidèle par rapport à nos actions. Et nous avons eu la note maximale qui nous a permis de gagner en grande partie ce marché. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, puisqu'on parle de retour d'expérience, c'est un petit peu ce qui nous intéresse, en tout cas par rapport à mes clients et mes partenaires. Hier, je vais vous parler d'un événement très récent. Hier, j'étais dans une réunion un petit peu similaire. Alors là, elle était beaucoup plus en présentiel, et où on était dans le cadre de notre commission cybersécurité, en partenariat avec KPMG, cette fois-ci, où là, nous parlions de la réglementation DORA, NIS 2 et les impacts sur les métiers du cloud. Alors, vous allez dire, mais aucun rapport. Vous allez comprendre un petit peu l'analogie que j'en fais à écouter et à écouter, à voir le déroulement de la présentation d'Emmanuel. En fait, finalement, le thème, c'était que j'ai choisi parce que j'aime les questions positives. Le thème était DORA NIS 2, une opportunité de business. Ça peut paraître très, 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 très surprenant, mais finalement, vous allez comprendre un petit peu la résultante de cette réunion et de cette commission, parce que on s'aperçoit que DORA NIS 2, les périmètres ont changé. Alors, je prends quelques instants, ça ne va pas durer longtemps, hein, vous allez comprendre. Les périmètres ont changé, ce n'est plus du ressort exclusif de la DSI ou du RSSI d'être conforme DORA NIS 2. Alors, ce sont des réglementations qui sont imposées aux acteurs de la finance ou d'autres qui ont des engagements, on va dire, essentiels dans certaines activités. Et finalement, la responsabilité est déportée vers la direction. C'est-à-dire que la direction est directement, voire même pénalement responsable s'il y a une faille et donc une non-conformité de la prise en charge et, de ces réglementations. La direction est impliquée, mais pas seulement. Tous les services sont impliqués. Un exercice de cellule de crise, par exemple, tout le monde se retrouve dans le même, soit physiquement, soit virtuellement réunis pour réfléchir sur comment faire pour réagir suite à une crise, une attaque cyber, etc. Tout le monde se met à parler. Il y a une convergence d'intérêts des différents services, ce qui n'existait pas. Bref, finalement, on s'aperçoit que c'est bénéfique pour l'entreprise. La direction qui, en théorie, devait être sponsor, et plus que sponsor, elle est impliquée. Les différents services, communication, etc., sont impliqués. Et donc, 1 an après l'entrée en vigueur de DORA, le retour d'expérience, c'est que finalement, c'est positif, c'est une bonne chose. De toute façon, c'est intéressant qu'il y ait plus de sécurité, plus de sécurisation des informations, des données in fine, de systèmes bancaires, financiers, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a un circuit, ou en tout cas un cercle vertueux, sur ces questions d'imposition de réglementation. Et là, on parle de la partie RSE. Moi, ma perception, c'est que c'est exactement la même. Je pense réellement qu'il y ait des aides de l'État ou de l'Europe, qu'il y ait des forces d'incitation, qu'il y ait des sensibilisations, etc., etc. Tout ça, c'est bien, ça fait évoluer, mais pas assez vite.
et finalement, on va vous dire, oui, mais in fine, vous allez y gagner. Et les donneurs d'ordre vont être plus sensibles. Non, on s'aperçoit finalement que s'il y a une réglementation qui s'impose aux entreprises, elles vont, dans un premier temps, dépenser de l'énergie, des coûts, etc., etc. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il va y avoir un cercle vertueux. En tout cas, c'est ce qui se passe parce qu'on critique énormément les actions de l'Europe. On aime dire en Europe, on n'innove pas, mais on réglemente. Bah, peut-être que c'est la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de réglementer et d'imposer. Puis finalement, le cercle vertueux se met en place. C'est ce qu'on est en train de s'apercevoir sur les marchés publics, mais également les marchés privés, hein, où il y a une composante RSE qui est très très forte. En tout cas, nous, par rapport à Infoclip, dans nos actions, finalement, on a mis en place tout un système qui était déjà en place, mais qui est beaucoup plus structuré aujourd'hui et qui fait que les questions écologiques, les questions purement responsabilité sociale d'entreprise, etc., sont imposées de fait. Voilà. Euh, Emmanuel. Oui, effectivement, comme tu l'évoques, je pense que tu as dû exploiter là, les grilles, parce que j'ai aidé Eric et ses équipes, hein, dans le cadre de la réponse à ce volet RSE d'appel d'offres, à mettre en place, voyez, une grille euh, qui permettent aussi d'objectiver avec des données à la réponse. C'est pas seulement faire du qualitatif. J'ai répondu, j'ai vu quelques questions qui sont dans le chat, là, donc peut-être qu'on peut passer à cette étape-là, notamment sur les données. Il y a un certain nombre de données qui sont issues de rapports extra-financiers officiels, hein, audités. Alors, je sais, ça fait 30 ans que je fais de l'analyse stratégique. Je revois une année sur les sujets de cloud Oracle qui avait un peu, c'est même plus qu'un peu, qui a été rattrapé d'ailleurs par la SEC, hein, sur les sujets cloud, notamment dans la manière dont ils comptabilisaient les revenus du cloud dans son chiffre d'affaires. Donc à un moment donné, je pense qu'ils ne peuvent pas trop jouer, ils le font un peu. Ces chiffres ne sont pas une vérité. Enfin, les données communiquées, néanmoins, elles nous permettent vraiment de se rapprocher d'une vérité quelque part, hein, donc, ou de réduire l'incertitude qui est associée. Donc, on a mis en place des grilles qui permettent d'aider à remonter les données qui vont venir alimenter typiquement la réponse au volet RSE de l'appel d'offres. Là, il y avait une partie qui était dédiée à de l'hébergement avec des data centers, avec un partenaire avec lequel tu travaillais, mais tu t'es posé la question, Eric, hein, je me souviens, donc c'est un point important et ça rejoint ce que tu dis. C'est possiblement, tu t'es posé la question de dire est-ce qu'il faut que je revoie une partie de ma copie technique quand je dis copie technique, c'est-à-dire les partenaires avec lesquels je travaille. Est-ce que, parce que lui-même, ce partenaire, il a une contribution, notamment ici sur la partie environnementale, mais aussi sociale, hein, et peut-être qu'il y a d'autres partenaires qui sont meilleurs que lui. Et donc, tu as commencé à réfléchir, je sais, on en a parlé un peu. Donc, la RSE, quelque part, quand on commence à la travailler, dans le cadre d'un appel d'offres, si on la prend en amont, bien en amont, elle peut possiblement avoir une incidence, bien sûr, sur le volet financier. Alors là, en espérant que si on prône, par exemple, une mutualisation plus forte, on peut peut-être réduire le prix, hein, vis-à-vis du client, mais aussi dans le choix de l'architecture technique qu'on va proposer, si c'est notamment une réponse à du service qu'on doit fournir auprès du donneur d'ordre. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment un lien et il faut faire ce lien, et merci de l'avoir fait à Eric. euh, que de plus isoler en fait ce sujet-là. Il y a des interdépendances très très fortes, hein, donc je reboucle du coup avec mon introduction du tout début entre l'innovation qu'on peut mettre ou les stacks techniques ou les partenaires, hein, technologiques qu'on va utiliser, euh, je dirais dans le cadre d'un projet, hein, que ce soit une DSI d'ailleurs, c'est le même exercice, que ce soit effectivement un prestataire ici du numérique qui répond à un donneur d'ordre. Et la partie financière, et de l'inscrire aussi dans le temps. Parce que je sais que toi, il me semble, hein, Eric, de mémoire, on t'avait demandé sur certains volets, il me semble que c'était sur le volet social, comment tu vas faire sur je sais pas, c'était sur 3 4 ans en fait, quels étaient tes progrès, et tu C'est ça. devais remplir d'ailleurs une grille, hein.
C'est ça? fourni là, ici par le donneur d'ordre, hein, euh, je dirais, pour faire un bilan d'étape à chaque année sur l'avancement et tes progrès en fait associés et sur les engagements que tu avais. Là, Bah c'était oui, plus. oui, ça reste très pragmatique, on va dire, hein, très concret, hein. Voilà. Alors, Et Je crois qu'on va essayer de conclure parce que le timing est écoulé, mais globalement, je pense on peut conclure en se disant que de toute façon, on ne peut plus se désintéresser de ces sujets-là, hein, qu'on soit un offreur de service ou qu'on soit un acheteur, donneur d'ordre, comme dit Emmanuel. Je pense qu'on ne peut pas se désintéresser de tout ça, parce qu'on voit que ça prend de la puissance, on voit que ça prend de l'importance, on voit qu'il faut considérer le sujet. Moi, je voulais quand même vous remercier tous les deux de la clarté des propos, là, puis ça nous éclaire, dans les deux milieux là, sur cette thématique-là. Merci en tout cas à vous les animateurs, les animatrices, les animateurs, et puis merci à tous les participants pour votre assiduité. Et puis on vous donne rendez-vous pour les prochains ateliers, parce que le sujet n'est jamais clos.